Le jour de l'an, ma mère a offert des cadeaux à tout le monde sauf à moi. J'ai été traité comme si je n'existais pas. Quand j'ai finalement posé la question, maman a dit froidement, « À quoi bon dépenser pour toi ? Tu as toujours été celui qui s'écartait de notre chemin. » Puis elle a ajouté, « Nous ne t'invitons que par habitude. Tu es l'intrus dans cette famille. » Après tout, ma sœur a ricané, « Maintenant tu as compris, tu ne es plus vraiment à notre niveau. » J'ai souri. Et je suis parti juste après ça. La journée s'est terminée le 1er janvier 2026. Je m'appelle Alexis Monroe. J'ai 29 ans. Et le jour du Nouvel An, j'ai appris exactement quelle est ma place dans ma propre famille. Ce matin-là, je suis entré dans le salon de mes parents, portant un sac de café de spécialité de Seattle et une boîte de pâtisserie, que j'avais acheté en chemin. La maison sentait la cannelle et les grains torréfiés. Il y avait du papier cadeau partout, et tout le monde riait. Ma mère brandissait un nouveau gadget de cuisine. Mon père parlait d'un barbecue sophistiqué. Ma sœur prenait déjà des photos de son nouveau kit de spa. Et ma petite nièce déballait frénétiquement un jouet scientifique. Mon nom a été mentionné. Je me suis assise au bord du canapé, et j'ai attendu. 5 minutes, 10, 15. Personne ne m'a rien tendu. Personne ne m'a même demandé si j'avais déjà reçu quelque chose. C'était comme si j'étais un bruit de fond, dans un film sur leur vie parfaite. Finalement, j'ai dit aussi nonchalamment que possible, « Alors, j'ai raté mon nom ?» Ma mère s'est tournée vers moi, avec ce regard fatigué et agacé que je connais trop bien, et a dit, « Pourquoi dépenserions-nous encore de l'argent pour toi ? Tu t'es éloigné de ce qui compte pour cette famille. Tu fais tes propres affaires maintenant. Tu es essentiellement une invitée par habitude. » Ma sœur a laissé échapper un petit rire et a ajouté, « Au moins, maintenant tu comprends enfin. Tu n'es pas vraiment à notre niveau ces jours-ci. » Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis levé, j'ai posé le café sur la table, je leur ai dit qu'ils en auraient plus besoin que moi, et je suis sorti dans l'air froid de janvier. Au moment où le soleil s'est couché le 1er janvier, j'étais de retour dans mon appartement à Seattle, fixant l'application financière que j'avais créée, celle qui suit chaque dollar circulant dans leur café. La journée s'est terminée ainsi, et à 8h30 le lendemain matin, le 2 janvier, une seule boîte est apparue sur le porche de mes parents et a fait voler en éclats leur petit monde parfait. Si vous voulez savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte, et comment la fille qu'ils traitaient comme si elle n'existait pas a fini par détenir tout le pouvoir, restez avec moi jusqu'à la fin. 5 ans plus tôt, j'avais 24 ans, j'étais fauché selon les normes de la plupart des gens, mais j'étais, d'une certaine manière, la seule personne de ma famille à savoir à quel point nous étions proches de tout perdre. À l'époque, Monroe Roaster, la petite chaîne de café que mes grands-parents avaient lancée à Portland, se vidait de son sang. Ma mère, Caroline, gérait le quotidien comme elle l'avait toujours fait. Mon père, Denny, continuait de signer des prêts pour de nouveaux équipements que nous ne pouvions pas nous permettre, et tout le monde continuait de parler de la loyauté des habitués, comme si les bonnes ondes pouvaient payer les factures en retard. Ma sœur aînée, Brianna, était l'enfant chéri, celle qui postait du latard sur Instagram et se disait le visage de la marque. J'étais celle qui avait déménagé à Seattle pour écrire du code, prétendument l'enfant qui avait tourné le dos. Je me souviens encore de la nuit où j'ai ouvert leur livre de compte pour la première fois. J'étais assise à ma table de cuisine à Seattle, avec un dîner à emporter bon marché, fixant un tableur qui me nouait l'estomac. Le loyer était en retard pour l'un des établissements. Les paiements aux fournisseurs étaient jonglés, et le seul plan de mes parents était d'espérer que le mois prochain serait meilleur. Je venais de signer un contrat décent en tant qu'ingénieur logiciel pour une start-up fintech. C'était la première fois de ma vie que j'avais vraiment de l'argent sur mon compte. Et au lieu de fêter ça, j'ai conduit 3 heures sur l'autoroute I-5 pour avoir une conversation inconfortable avec mes parents, au sujet de chiffres qu'ils ne voulaient pas voir. C'est cette nuit-là que je suis devenu l'actionnaire majoritaire de Monroe Roaster. Nous étions assis autour de la table de la salle à manger, la même que mes grands-parents avaient achetée il y a des décennies, et j'ai exposé la situation aussi calmement que possible. Je mettrais mes économies pour rembourser le pire de la dette. En échange, ils me transféreraient la majorité des parts. Je construirais un nouveau système de points de vente, connecterais chaque caisse de chaque boutique à un tableau de bord unique dans le cloud, et suivrais chaque dollar entrant et sortant. Plus de notes manuscrites scotchées sur la machine à expresso. Plus d'argent mystérieux qui n'atteint jamais la banque. Ma mère détestait l'idée que ce soit moi qui détienne les chiffres, mais elle détestait encore plus l'idée de la saisie immobilière. Mon père a signé parce qu'il pensait que c'était temporaire.
Brianna a signé parce que maman lui a dit de le faire. Je suis rentré à Seattle le lendemain matin et j'ai commencé à coder. Pendant des mois, j'ai divisé ma vie en deux. Le jour, je travaillais sur des outils de paiement et des modèles de risque pour mon employeur. La nuit, je construisais le tableau de bord Monroe, un système qui extrayait les données en direct des caisses de chaque boutique, enregistrait chaque transaction, et les comparait au stock et au dépôt bancaire. Quand le système a finalement été mis en ligne, je me tenais au fond du café principal avec un ordinateur portable, pendant que ma mère encaissait une file d'habitués. Chaque passage de carte ou contact téléphonique apparaissait sur mon écran en temps réel. C'était la petite preuve que l'hémorragie pouvait s'arrêter. Nous nous sommes stabilisés. Les factures ont été payées. Les lettres effrayantes ont ralenti. Mes parents ont gardé la maison en banlieue. Sur le papier, j'avais sauvé l'entreprise familiale. En réalité, j'avais juste repoussé l'inévitable, et je leur avais donné un outil assez tranchant pour couper dans les deux sens. La chose étrange, c'est que rien dans leur façon de me traiter n'a vraiment changé. Lors d'un barbecue familial pour célébrer le redressement de la situation, ma mère a passé un bras autour de Brianna devant un groupe de clients et a dit « Elle est le cœur de Monroe Roster. Nous ne serions rien sans elle. » Puis elle a fait un signe de tête vers moi, debout à l'écart avec mon ordinateur portable, et a ajouté « Et Alexis s'occupe des trucs informatiques, peu importe ce que c'est. » Les gens ont ri poliment. J'ai souri parce que j'y étais habitué. J'étais l'enfant en retrait depuis mes 10 ans, celle qui bricolait pendant que ma sœur charmait la salle. Mais maintenant, j'étais l'enfant en retrait qui possédait la majeure partie de la salle, et qui avait un flux en direct de chaque vente qui y passait. Pendant un moment, je me suis dit que c'était suffisant, que les avoir sauvés une fois signifiait que j'avais fait ma part. Puis, la nuit du 1er janvier 2026, assis seul dans mon appartement de Seattle après être parti de cet échange de cadeaux, j'ai ouvert le même tableau de bord que j'avais construit pour les sauver, et j'ai vu un schéma qui n'avait aucun sens. Les ventes brutes à chaque emplacement étaient élevées. Les dépôts bancaires étaient étrangement bas, et la colonne des espèces donnait l'impression que quelqu'un y avait taillé de petits morceaux, depuis longtemps. J'ai remonté mois après mois, regardant l'écart se creuser, et j'ai réalisé que ma famille ne m'avait pas seulement manqué de respect. Ils utilisaient le système que j'avais créé pour cacher de l'argent discrètement, en faisant confiance au fait que la fille qui ne faisait que des trucs informatiques ne dirait jamais un mot. À 8h30 le matin du 2 janvier, une simple boîte brune a atterri sur le porche de mes parents à Portland, alors que j'étais assise à 300 km de là dans mon appartement de Seattle, regardant une barre de progression avancer lentement sur l'écran de mon ordinateur. La veille au soir, après avoir vu les écarts de trésorerie dans le tableau de bord, je suis resté éveillé pour exporter tout ce dont j'avais besoin depuis le système que j'avais construit, chaque vente en espèces, chaque passage de carte, chaque dépôt, chaque dollar manquant, le tout soigneusement organisé dans un fichier qui disait la vérité plus clairement que je ne le pourrais jamais. J'ai chargé ce fichier et une version légère hors ligne de mon application sur une clé USB, imprimé quelques pages de rapport récapitulatif, et glissé le tout dans cette boîte avec un simple post-it qui disait « Branchez ça ». Pas de signature, pas d'explication. Juste des chiffres. Un coursier express l'a récupéré à la réception de mon immeuble et a conduit vers le sud, pendant que j'essayais de décider si j'étais mesquine ou enfin honnête. Dans leur cuisine, ma mère remplissait probablement sa tasse. Mon père faisait défiler les nouvelles sur son téléphone. Ma sœur vérifiait les commentaires sur ses postes de vacances. Quand la sonnette a retenti, ma nièce Sadie a couru à la fenêtre et a crié quelque chose à propos d'un paquet. Ma sœur a ouvert la porte, a regardé autour du porche vide, et a porté la boîte à l'intérieur comme s'il s'agissait simplement d'un autre cadeau en retard. Elle a arraché le scotch, ouvert le couvercle, et s'est figée. À l'intérieur, il y avait la clé USB, les rapports imprimés avec le logo Monroe Roster en haut, ainsi que page après page de colonnes montrant les ventes, les dépôts, et une colonne grandissante étiquetée « Sous-déclaré ». Je n'étais pas là pour le voir, mais je connais assez bien ma sœur pour l'imaginer appeler notre mère, sa voix montant un peu plus haut à chaque mot. Ma mère se serait essuyé les mains sur un torchon, agacée par l'interruption, jusqu'à ce qu'elle voie mon nom dans l'un des petits pieds de page au bas du rapport, généré par Monroe Analytics, un outil Lex Monroe. C'était la partie que j'avais faite exprès. Mon père aurait pris les papiers, les aurait feuilletés, et serait devenu pâle en réalisant que les dates remontaient à des années, bien avant ce jour du Nouvel An où ils avaient décidé que je ne valais pas une carte cadeau de 20 $. Quelque part, au milieu de la confusion, ils auraient vu la ligne qui montrait exactement combien d'argent aurait dû arriver à la banque, et combien y était réellement arrivé.
La différence n'était pas une erreur d'arrondi. C'était un système. À un moment donné, ma mère a dû attraper son téléphone et essayer de m'appeler, car une notification est apparue sur mon écran pendant une demi-seconde avant de disparaître. Bloqué. Une seconde plus tard, un autre appel est arrivé de mon père. Bloqué aussi. Puis un SMS de ma sœur. Tu es sérieuse là? Suivi de 3 points de suspension. Puis plus rien, car mon téléphone filtre les messages des numéros que j'ai mis en sourdine vers un petit dossier silencieux. Je ne vérifie jamais. Pendant qu'il se pressait autour de la table de cuisine avec ses pages et cette clé USB, se disputant sur ce qui pouvait être prouvé et ce qui pouvait encore être caché, j'ai ouvert les mêmes rapports sur mon ordinateur portable et j'ai fait défiler lentement. J'ai regardé les chiffres comme si je regardais une vieille blessure être enfin recousue. Pendant des années, il m'avait tenu pour acquise, disant à qui voulait l'entendre que j'étais juste la gamine qui jouait avec les ordinateurs pendant qu'ils faisaient le vrai travail. Maintenant, chaque coin qu'ils avaient rogné, et chaque dollar qu'ils avaient détourné, était étalé dans un format conçu pour être compris par les banquiers, les auditeurs et les agents fiscaux. Je n'avais pas encore décidé exactement à qui j'allais le montrer quand j'ai cliqué sur enregistrer et fermer mon ordinateur. Mais je savais une chose avec une clarté absolue, pour la première fois de ma vie, ma famille avait besoin de quelque chose de ma part, bien plus que je n'avais besoin de quoi que ce soit venant d'eux. Ma sœur s'est présentée à mon appartement à Seattle le lendemain après-midi comme si de rien n'était, comme si nous étions 2 sœurs normales prenant un café après les fêtes. Je l'ai observée par le Judas pendant une seconde, debout dans le couloir dans son manteau coûteux, téléphone dans une main, gobelet réutilisable dans l'autre, ressemblant plus à une influenceuse sur un partenariat de marque qu'à quelqu'un dont l'entreprise entière venait d'être disséquée sur papier. Quand j'ai ouvert la porte, elle a souri trop largement et a dit « Lex, on peut parler ?» Mon premier instinct a été de refermer la porte. Au lieu de cela, je me suis écarté et je l'ai laissée entrer. Elle a fait un tour lent de mon salon, soulignant la vue, le badge de hackathon encadré, le deuxième écran sur mon bureau, comme si elle voyait la preuve que ma vie était réelle pour la première fois. Puis elle a posé sa tasse et a laissé tomber la comédie. Maman panique, a-t-elle dit. Papa aussi. Sa voix avait ce ton tendu qu'elle prend quand elle a peur mais qu'elle essaie de ne pas le montrer. Ils ont trouvé ton nom sur les rapports. Ils savent que ça vient de toi. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai attendu. Elle parlait vite maintenant. On pensait que tu aidais juste pour les prêts. D'accord. On ne savait pas que tu possédais vraiment la majeure partie de l'entreprise et que tu avais une sorte de porte dérobée vers tout. Ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai dit, vous êtes tous assis à la table et avez signé les papiers. Vous saviez exactement ce que j'offrais et ce que je demandais. Elle a balayé ça de la main comme si c'était un détail sans importance. Ils disent que ça va causer un énorme gâchis avec les impôts, que tu as tout fait exploser pour rien, juste à cause de vacances difficiles. Alexis. Ma poitrine s'est serrée à ce mot. Rien. Des vacances difficiles. J'ai revu ma mère me regardant droit dans les yeux sans me voir le jour du Nouvel An, pendant que tout le monde autour de moi ouvrait des cadeaux, et j'ai senti quelque chose se mettre en place. Brianna a dû le voir sur mon visage, car elle a changé de stratégie. Écoute, a-t-elle dit en baissant la voix. Tu sais comment les choses sont gérées. L'argent liquide est juste plus facile parfois. Les gens font comme ça depuis toujours. Et Sadie adore son école. Elle adore ses amis. Si ça empire, on pourrait perdre la maison, les magasins, tout. Veux-tu vraiment être la raison pour laquelle elle doit emballer sa chambre et dire au revoir à toute sa vie? J'ai failli rire tellement c'était un cas d'école. Quand nous étions enfants, maman utilisait la même technique, enveloppant chaque argument dans la culpabilité, la famille et la tradition, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus distinguer où nos sentiments finissaient et où les siens commençaient. J'ai pensé à Sadie avec sa queue de cheval en désordre et son kit scientifique, au fait qu'elle n'avait rien à voir avec tout ça. Et pendant une seconde, j'ai senti ma résolution vaciller. Puis je me suis souvenu des chiffres sur mon écran. Des années d'argent liquide sous-déclaré, des années où ils ont signé mon nom en tant que dirigeante sur des formulaires fiscaux, tout en détournant silencieusement de l'argent de l'entreprise que j'avais sauvée. Tu ne vas pas mettre ça sur le dos d'une enfant de 9 ans, ai-je dit doucement. Toi, maman et papa avaient fait ses choix, pas elle. Elle a secoué la tête comme si j'étais déraisonnable. Tu as changé, Alexis. Tu es parti. Tu as choisi la tech et des inconnus plutôt que ta propre famille. Et maintenant tu nous punis parce qu'on ne t'organise pas une fête à chaque fois que tu rentres à la maison.
C'était là, le vieux scénario. J'avais tourné le dos à la seule chose qui comptait. J'étais ingrate. Je leur devais une loyauté éternelle parce que je partageais leur nom de famille. J'ai repensé à un matin d'hiver quand j'avais 15 ans, debout au fond du Monroe Roster original, avec un ordinateur portable cabossé en équilibre sur une caisse de lait. J'étais resté éveillé toute la nuit pour apprendre par moi-même comment construire une page de commande basique, fier du petit formulaire qui pouvait envoyer les choix de boissons directement au bar. Quand je l'ai montré à ma mère, elle a ri doucement et m'a dit de le ranger pour ne pas effrayer les habitués. Les gens viennent ici pour nous parler, pas à un écran, a-t-elle dit assez fort pour que toute la file entende. Puis elle a appelé Brianna devant et lui a fait pratiquer la mousse de lait et la conversation avec les clients, pendant que je faisais semblant d'être occupé avec mes devoirs à l'arrière. Je ne le savais pas alors, mais ce jour-là a donné le ton pour la décennie suivante. Elle était le visage. J'étais l'arrière-plan. Et maintenant, l'arrière-plan avait les preuves. De retour dans mon appartement, je me suis redressé et j'ai regardé ma sœur dans les yeux. Je ne vous fais pas ça, ai-je dit. J'ai fini de couvrir des décisions que je n'ai pas prises. S'il n'y a rien à cacher, alors les chiffres correspondront. C'est ça. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, et a attrapé sa tasse. Ce n'est pas toi, a-t-elle murmuré en se dirigeant vers la porte. Tu étais la seule personne sur qui je pouvais compter pour faire passer la famille en premier. J'ai laissé cette phrase flotter dans l'air une seconde avant de répondre. Peut-être que faire passer la famille en premier est ce qui m'a mise dans ce pétrin. Après son départ, le silence dans mon appartement semblait plus lourd que la veille. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai ressorti tout ce que j'avais exporté, les rapports, les journaux, les chaînes de mails où mes parents parlaient nonchalamment de retirer un peu d'argent liquide supplémentaire cette semaine. Mon nom sur les documents d'entreprise qui disaient que j'étais responsable si les choses tournaient mal. J'ai composé le numéro d'une avocate d'affaires à Seattle qu'un de mes collègues m'avait recommandé des mois plus tôt, alors que nous plaisantions sur les scénarios catastrophes. Cette fois, ce n'était pas une blague. J'ai expliqué qui j'étais, ce que j'avais construit, ce que j'avais trouvé. Je lui ai posé une question que j'évitais depuis le moment où j'avais vu la première divergence. Si je sais qu'il y a une fraude fiscale dans une entreprise où mon nom figure sur les papiers et que je reste silencieuse, est-ce que cela me rend complice? Elle n'a pas édulcoré la chose. Ça ne présage rien de bon, a-t-elle dit. Et si ça explose plus tard, ils essaieront absolument de vous faire porter le chapeau. Elle m'a guidé à travers mes options, y compris une dont j'avais entendu parler mais à laquelle je n'avais jamais vraiment pensé, le programme de lanceur d'alerte de l'IRS, le fisc américain. J'ai passé le reste de la journée à lire tout ce que je pouvais trouver à ce sujet, recoupant les exigences avec mes données, m'assurant de ne franchir aucune ligne concernant la confidentialité ou le piratage. J'avais un accès administrateur. J'avais construit le système. J'avais tous les droits sur ces rapports. Au moment où le soleil se couchait à nouveau sur Seattle, j'avais rédigé une déclaration détaillée, joint les fichiers, et rempli la soumission en ligne. Pas en tant que fille amère, mais en tant qu'actionnaire majoritaire qui ne voulait plus que son nom soit attaché à un mensonge. Cliquer sur « Envoyer » n'a pas semblé dramatique. Il n'y a pas eu de coup de tonnerre, pas de musique qui s'intensifie. C'était juste comme sortir enfin d'une maison en feu dont on m'avait dit de prétendre qu'elle allait bien. Peut-être qu'une vraie famille se serait souciée du fait que j'étais celle qui étouffait à l'intérieur. Plusieurs mois plus tard, la première enveloppe blanche de l'Internal Revenu Service est arrivée dans la boîte aux lettres de mes parents, et tout ce qui avait été chuchoté autour de la table de cuisine a soudainement eu un en-tête officiel. Je n'ai pas vu leur visage quand ils l'ont ouverte, mais j'ai entendu parler de la panique par un cousin qui travaillait à temps partiel dans l'un des magasins. Il m'a envoyé un message disant que ma mère s'était tue en plein coup de feu, était allée dans l'arrière-salle avec la lettre, et en était ressortie avec les yeux si rouges que même les habitués l'avaient remarqué. La vie n'était pas dramatique en soi. C'était une lettre d'audit standard, le genre qui dit que le gouvernement aimerait examiner de plus près quelques années de déclaration pour une petite entreprise qui, sur le papier, semble plus rentable que ce qui circule sur ses comptes bancaires. Pour une entreprise normale, cela aurait été effrayant mais gérable. Pour Monroe Roster, avec sa pile soigneusement cachée d'argent manquant et une actionnaire majoritaire qui venait de déposer un rapport de lanceur d'alerte, c'était une mèche lente sur une explosion bien plus grosse. Mes parents ont fait exactement ce à quoi je m'attendais. Ils ont engagé un avocat fiscaliste local, imprimé leur propre version des chiffres, et essayé de construire une histoire où les trous dans les dépôts n'étaient que des oublis innocents.
Il a été question de bonus en espèces informels, de pourboires gérés hors comptabilité, de petites faveurs pour les employés qui n'étaient jamais passés dans la paie. Le plan, d'après ce que j'ai pu reconstituer, était simple, blâmer la mauvaise tenue des registres, utiliser suffisamment de langage émotionnel sur le fait d'être une entreprise familiale, et espérer que l'IRS se contenterait d'une tape sur les doigts. Mon nom a été évoqué lorsque l'avocat a demandé qui avait conçu leur système. C'est à ce moment-là que la situation a cessé d'être un gâchis familial privé pour devenir quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Une agente de l'IRS m'a appelé à mon numéro de Seattle un matin, alors que j'étais entre deux réunions pour mon travail dans la FinTech. Elle s'est présentée, a confirmé mon rôle d'actionnaire majoritaire et d'architecte du système, et m'a demandé si j'étais disposé à répondre à quelques questions sur le fonctionnement du système de points de vente de Monroe Roster. J'ai fermé la porte de mon bureau, je me suis assise, et je lui ai dit oui. Nous avons programmé une vidéoconférence. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé sur un écran divisé avec 3 personnes qui avaient défini toute mon enfance. Mes parents étaient assis à la table de la salle à manger à Portland. Ma sœur à leur côté, le même lustre au-dessus d'eux, celui qui avait surplombé chaque Noël, chaque anniversaire, chaque grande dispute que nous ayons jamais eue. De l'autre côté de l'écran se trouvait l'agente, son superviseur, et l'avocat fiscaliste que mes parents avaient engagé. J'étais dans une salle de conférence sobre à mon bureau, un mur de verre derrière moi, mon ordinateur portable poussé un peu plus loin que d'habitude pour ne pas avoir à regarder mon propre reflet de trop près. L'agente a commencé par des questions de routine. Depuis combien de temps étais-je actionnaire? Quand avais-je mis en œuvre le système de points de vente? Quel accès avais-je aux données? J'ai répondu prudemment mais honnêtement. J'ai expliqué que les caisses de chaque boutique envoient chaque transaction à une base de données centrale en temps réel, que chaque vente est enregistrée avec un eurodatage, un mode de paiement et un montant, et que le système génère automatiquement des rapports quotidiens comparant les ventes au dépôt. Quand l'avocat a essayé d'intervenir et de suggérer que peut-être la synchronisation échouait parfois ou que les journaux étaient incomplets, j'ai demandé la permission de partager mon écran, et j'ai affiché une version aseptisée du tableau de bord utilisant des données de démonstration pour illustrer son fonctionnement. Je leur ai montré la piste d'audit des transactions, la vue de réconciliation, les journaux d'erreur qui signaleraient toute synchronisation échouée. L'agente regardait tranquillement, prenant des notes. Mes parents fixaient l'écran comme s'ils voyaient la chose que j'avais construite pour la toute première fois. Une fois les bases claires, les questions ont changé. Avais-je déjà discuté des divergences entre les revenus déclarés et ce que le système montrait? M'avait-on déjà demandé de modifier des chiffres? J'ai répondu que j'avais remarqué de petits drapeaux rouges les années précédentes et les avais évoqués en termes vagues, seulement pour être écarté par des blagues sur le fait que l'argent liquide est difficile à suivre. J'ai dit que je n'avais jamais changé les données moi-même, jamais édité de journaux ou supprimé de transactions, et que le système était conçu spécifiquement pour empêcher les modifications silencieuses sans piste d'audit. Ma mère a choisi ce moment pour s'effondrer. Elle a essuyé des larmes qui n'ont pas fait couler son maquillage et a dit à la caméra, « Nous sommes juste une famille qui essaie de maintenir une petite entreprise en vie. Nous ne sommes pas une grande entreprise. Peut-être que nous avons fait des erreurs, mais nous ne sommes pas des criminels. » Mon père est intervenu pour parler de la pression de payer les employés, de l'augmentation des loyers et des coûts d'approvisionnement, du fait que parfois on prend du liquide parce qu'on ne sait pas quand la prochaine crise va arriver. Ma sœur a essayé de me mettre tout sur le dos, choisissant de dire que j'avais construit quelque chose de trop compliqué, appelant ça une application confuse qu'aucun d'eux ne comprenait vraiment. Elle a insinué que certaines des divergences pouvaient être de ma faute, que j'avais peut-être mal configuré quelque chose ou mal rapporté quelque chose à leur comptable sans l'expliquer correctement. Je suis resté assise là et je les ai laissés parler, jusqu'à ce que l'avocat hoche la tête dans ma direction, me demandant silencieusement si je voulais répondre. J'ai pris une inspiration, gardé ma voix égale, et j'ai dit que le système n'égare pas l'argent liquide. Les gens le font. J'ai souligné que les montants sous-déclarés n'étaient pas aléatoires. Ils suivaient un modèle cohérent qui profitait toujours aux mêmes personnes. L'agente m'a demandé si je pouvais fournir des fichiers d'exportation pour étayer ma déclaration. Je lui ai dit que je l'avais déjà fait, et qu'elle devrait les trouver joints au rapport de lanceur d'alerte soumis des mois plus tôt sous mon nom. Le silence qui a suivi a été le plus long dont je me souvienne entre mes parents et moi. L'avocat s'est raclé la gorge, réalisant pour la première fois que je n'étais pas là pour nettoyer leur histoire, mais pour tracer une ligne entre moi et ce qu'ils avaient fait. Les semaines qui ont suivi ont été un flou de paperasse et de tensions sourdes et bouillonnantes. L'IRS a demandé des relevés bancaires, des factures de fournisseurs, et des années de reçus.
Ils ont recoupé mes exportations avec ceux qui avaient été réellement déposés. Chaque fois qu'un écart apparaissait, une autre lettre partait. Chaque fois qu'une lettre partait, mes parents appelaient ou envoyaient des SMS, jusqu'à ce que je bloque un autre numéro. Pendant que tout cela se passait, ma vie à Seattle a pris un tournant étrange vers le haut. Mon patron m'a convoqué à une réunion et m'a dit qu'un article que j'avais coécrit sur la détection de la fraude dans les petites entreprises avait été accepté lors d'une conférence FinTech à San Francisco. Il voulait que je présente l'étude de cas que j'avais anonymisée, basée sur les données Monroe, moins les noms de famille et le drame. J'ai réservé un vol, écrit un discours sur la façon dont la technologie peut protéger les propriétaires et les employés lorsqu'elle est utilisée de manière transparente, et j'ai essayé de ne pas penser à l'ironie d'utiliser la chute de ma propre famille comme une histoire de réussite professionnelle. Le jour où je me suis tenu sur scène dans la salle de bal d'un hôtel, expliquant à une salle remplie de fondateurs comment l'argent liquide sous-déclaré peut se cacher à la vue de tous, mon téléphone a vibré avec un message vocal de mon cousin resté à Portland. Je ne l'ai écouté que tard ce soir-là, mais quand je l'ai fait, sa voix tremblait. L'IRS venait de terminer une réunion clé avec mes parents et leur avocat. Les mots « fraude » et « pénalité » avaient été utilisés dans la même phrase plus d'une fois. Il n'était plus question de savoir si quelque chose allait se passer, mais seulement de la force avec laquelle le couperet allait tomber, et de quelle part des dégâts ils essaieraient de me faire porter quand ils le feraient. Au moment où le couperet est finalement tombé, c'était la fin de l'été, ce genre de chaleur collante de Portland qui rend tout un peu plus lourd qu'il ne l'est. J'étais à mon bureau à Seattle quand l'email de l'agente de l'IRS est arrivé. L'audit était terminé. L'argent liquide sous-déclaré n'était pas un malentendu ou une erreur de comptabilité. C'était un système, et cela allait être traité comme tel. Quelques jours plus tard, mon cousin m'a envoyé une photo d'une autre enveloppe épaisse sur la table de cuisine de mes parents. À l'intérieur se trouvait la décision officielle, des années d'arriérés d'impôts, des pénalités civiles, des intérêts qui avaient tranquillement grandi pendant qu'ils prétendaient que tout allait bien. C'était plus que ce que Monroe Roster pouvait absorber, même une bonne année. Et ce n'était pas une bonne année. Les clients s'éloignaient depuis des mois, effrayés par les rumeurs et la tension gênante au comptoir. Mes parents ont essayé de garder la tête hors de l'eau au début. Ils ont convoqué des réunions de famille d'urgence, bien que je n'ai jamais été invité. Ils ont parlé aux banques de restructuration de prêts, aux propriétaires de réduction de loyer, à quiconque voulait bien écouter d'être injustement ciblé. Rien de tout cela n'a changé les mathématiques. En quelques semaines, les panneaux « à vendre » ont commencé à apparaître. D'abord, c'était la plus petite boutique, celle confortable près de l'université où je faisais mes devoirs étant enfant. Puis, le café principal du centre-ville, celui que ma mère appelait toujours son deuxième salon. Ils ont vendu l'équipement au rabais, les meubles pour moins que leur valeur, tout pour rassembler assez d'argent pour empêcher les pénalités de les avaler tout entier. La maison a suivi. La grande maison de style craftsman en banlieue qui avait accueilli chaque Thanksgiving et anniversaire. L'endroit que j'avais quitté le jour du Nouvel An avec un sac de café intact à la main. Ils ont emballé des décennies de photos de famille dans des cartons et ont déménagé dans un petit appartement en location de l'autre côté de la ville. Un endroit moins cher, un endroit où personne ne les regarderait comme avant. Les retombées ne se sont pas arrêtées à l'argent. Mon père a commencé à voir un cardiologue après que sa tension artérielle est montée si haut lors d'un rendez-vous que l'infirmière a refusé de le laisser partir sans test supplémentaire. Ma mère a cessé de poster des nouvelles joyeuses depuis derrière le comptoir, parce qu'il n'y avait plus de comptoir qui lui appartenait. Les habitués qu'elle appelait par leur nom ont migré vers d'autres cafés, et les femmes avec qui elle se vantait autrefois de son succès de petite entreprise ont cessé de l'inviter à leur brunch. Brianna a essayé de traverser la tempête en ligne, pivotant son contenu de la marque familiale vers des posts vagues sur le style de vie, mais les sponsors se sont discrètement retirés quand ils ont réalisé que le charmant empire du café derrière elle était maintenant un exemple à ne pas suivre. Les fissures dans son mariage avec Tyler, qui avait toujours été là sous la surface, se sont ouvertes rapidement quand le stress financier a frappé. Il lui en voulait d'être entraîné dans un gâchis qu'il n'avait pas créé. Elle lui en voulait de ne pas prétendre que tout allait se réparer comme par magie. En quelques mois, ils étaient séparés, puis divorcés. Sadie est passée d'une grande chambre dans un bon district scolaire à un appartement plus petit et une école différente où personne ne connaissait son nom de famille. Quelque part au milieu de tout ça, mes parents ont essayé une dernière fois de faire de moi la méchante. Mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Un soir, j'ai répondu sans réfléchir et j'ai entendu ma mère avant même que la connexion ne se stabilise. « Tu as fait ça ?» a-t-elle dit. Sa voix était rauque,
comme si elle avait pleuré pendant des heures. Tu as déchiré cette famille pour quelques chiffres sur un écran et des sentiments blessés lors de vacances. Nous avons tout perdu parce que tu n'as pas pu laisser passer. Je l'ai laissé parler. J'ai laissé mon père venir au téléphone et le dire aussi à sa manière plus calme, me parlant des amis qui n'appelaient plus, des employés qui étaient partis. À la fin de son discours, il a dit, « Tu sais, ils n'auraient jamais cherché aussi loin si tu ne les avais pas pointés dans notre direction. Tu as dénoncé tes propres parents. Ça doit bien signifier quelque chose pour toi. » Ça signifie quelque chose, ai-je dit. Ça signifie que je ne suis pas prête à couler pour des choix que je n'ai pas faits. Vous avez signé mon nom sur ces déclarations. Vous avez utilisé mon système pour cacher de l'argent et avez supposé que je resterais silencieuse parce que nous partageons le même ADN. C'était votre pari. Vous avez perdu. Il y a eu encore des disputes, encore de la culpabilité, encore des appels à la tradition et à la loyauté, mais rien de ce qu'ils ont dit n'a changé le fait que l'IRS avait pris sa décision et que Monroe Roster avait disparu. Quand l'appel a finalement coupé, je suis restée assise là, fixant mon reflet dans l'écran noir de mon ordinateur portable, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas du triomphe, pas de la joie, juste une sorte de soulagement propre et net. J'étais sorti. Peu de temps après la vente du dernier magasin, j'ai reçu les papiers pour finaliser le transfert de mes parts restantes à l'acheteur, un groupe de café régional qui avait repris le nom de la marque et certains des emplacements. J'ai tout signé électroniquement, j'ai regardé ma propriété se réduire à zéro, et j'ai vu le virement arriver sur mon compte quelques jours plus tard. Ce n'était pas une fortune, pas après les dettes et les pénalités. Mais c'était assez. Assez pour un acompte sur une petite maison près de la rivière à Portland, un endroit avec de grandes fenêtres et une chambre d'amis que je pourrais transformer en bureau. Assez pour alimenter les économies que j'avais commanditées pour moi-même après avoir réalisé que la famille n'était pas un filet de sécurité sur lequel je pouvais compter. Je suis revenu en Oregon selon mes propres termes, pas sur le canapé de mes parents, pas dans l'ombre du vieux panneau Monroe Roster, mais dans une rue calme où personne ne me connaissait comme la déception qui avait quitté l'entreprise familiale. J'ai apporté mes écrans, mon sweat à capuche usé, et le même ordinateur portable que j'avais utilisé pour construire le système qui a tout changé. J'ai installé mon bureau face à l'eau et j'ai ouvert un document vierge intitulé Next. Officiellement, j'étais toujours ingénieur senior pour mon entreprise de FinTech. Officieusement, j'avais commencé à esquisser des plans pour mon propre produit, un outil pour aider les propriétaires de petites entreprises à repérer exactement le genre de fraude et de négligence que mes parents avaient enveloppé dans le langage de la survie. Il y avait une certaine symétrie à cela. Ils avaient utilisé mes compétences pour tricher avec le système. J'allais utiliser les mêmes compétences pour aider d'autres personnes à garder leur compte propre. Des mois plus tard, alors que l'automne revenait doucement dans le nord-ouest du Pacifique, je suis passé devant l'un des anciens établissements Monroe en allant retrouver une amie. L'enseigne avait été remplacée, le menu repensé, les baristas étaient tous nouveaux. Personne ne m'a reconnu. Personne ne savait que mon nom de famille avait été un jour peint sur les vitres. Je suis resté là une seconde, regardant les clients faire la queue pour leur boisson, et j'ai ressenti un mélange étrange de chagrin et de gratitude. L'endroit qui avait défini mon enfance avait disparu. La version de moi qui avait besoin de leur approbation était partie avec. Les gens qui m'avaient blessé avaient payé un prix que je n'avais pas à collecter en personne. Je me suis détourné et j'ai continué à marcher vers une vie qui me semblait enfin être la mienne. Le premier matin où je me suis réveillé dans ma petite maison au bord de la rivière à Portland, la lumière entrait douce et grise à travers les stores, et pendant une seconde, j'ai oublié tout ce qui s'était passé. Il n'y avait pas d'odeur de grains d'espresso en train de griller en bas, pas de cliquetis de tasse, pas de son lointain de ma mère criant les commandes de cette voix brillante et performative qu'elle utilisait pour les clients. Juste le calme. Ma propre tasse de café, ma propre cuisine, mon propre nom sur le bail. J'ai fait un café filtre avec des grains d'un torréfacteur local qui n'avait rien à voir avec ma famille, je l'ai apporté dans mon bureau, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le tableau de bord Monroe avait disparu de mes favoris. À sa place se trouvait un nouveau dossier de projet, celui que j'avais commencé la nuit où j'avais signé la cession de mes parts. Un outil pour les propriétaires de petites entreprises qui voulaient de la transparence au lieu d'angles morts pratiques. Un système conçu pour protéger les gens honnêtes contre le genre exact de raccourcis que mes parents s'étaient convaincus être normaux. Le construire était étrangement guérisseur. Chaque ligne de code ressemblait à une petite inversion de ce qui avait été fait avec le dernier système que j'avais construit. Au lieu de cacher de l'argent,
celui-ci mettait en évidence les profils de risque. Au lieu de faciliter le détournement par les propriétaires, il permettait aux employés de voir facilement quand quelque chose ne collait pas. Je suis allé à des rencontres locales, j'ai parlé à d'autres fondateurs, j'ai écouté des histoires de baristas et de comptables qui avaient vu des patrons jouer avec les chiffres. J'ai réalisé que ma famille n'était pas unique. La seule chose inhabituelle était que quelqu'un de l'intérieur avait à la fois les compétences et la volonté de dire « c'est mal, et je ne porterai pas ça pour vous ». Les nouvelles de mes parents et de ma sœur me sont parvenues lentement après cela. J'ai entendu dire que ma mère avait pris un emploi à temps partiel dans un café de taille moyenne à l'autre bout de la ville, travaillant tôt le matin, pointant à l'entrée et à la sortie comme tout le monde. Elle ne postait plus sur le fait d'être le cœur d'une marque. Elle servait juste des boissons et essuyait des comptoirs. Mon père a loué un petit endroit dans un complexe près de l'autoroute, un endroit bon marché, un endroit anonyme. Il allait à des rendez-vous médicaux, prenait des médicaments, passait beaucoup de temps à regarder le sport avec le volume trop fort. Les amis qui venaient autrefois pour les barbecues ne visitaient pas l'appartement. Ils envoyaient un SMS occasionnel, puis s'arrêtaient. Brianna a rebondi entre des petits contrats de contenu, essayant de reconstruire son personnage en ligne sans la toile de fond de Monroe Roster. Elle souriait toujours à la caméra, parlait toujours de matinées douillettes et de la culture de l'effort, mais les sections de commentaires étaient plus calmes. Le récit brillant d'une entreprise familiale prospère s'était fissuré, et il n'y avait aucun filtre d'application qui pouvait le réparer. Sadie a commencé dans une nouvelle école dans un district différent. J'ai vu une photo une fois dans un message que quelqu'un a transféré par accident, son sac à dos presque aussi grand qu'elle, sa main dans celle de sa mère, son visage légèrement détourné de l'appareil photo. Elle avait l'air petite, et plus courageuse qu'elle ne devrait avoir à l'être. Ce soir-là, j'ai ouvert un compte séparé à son nom, un compte dont elle ignore encore l'existence, et j'ai automatisé un virement depuis chaque salaire. Ce n'est pas un grand geste. C'est juste une promesse à moi-même que si jamais elle décide qu'elle veut une éducation, ou une porte de sortie, ou simplement un choix qui n'est pas enveloppé dans la culpabilité et l'obligation, il y aura quelque chose qui l'attendra et qui n'est lié au secret de personne. Les gens me demandent parfois si je regrette ce que j'ai fait. Ils le formulent presque toujours de la même manière, est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ça a fait du bien de les voir tout perdre? La réponse honnête est compliquée. Ça n'a pas fait du bien de voir les visages de mes parents s'effondrer sur un appel vidéo granuleux, ou d'entendre la tension dans la voix de ma sœur quand elle a réalisé qu'il n'y avait pas d'issue facile. Ça n'a pas fait du bien de savoir qu'une enfant de 9 ans devait emballer sa chambre parce que les adultes de sa vie avaient choisi les raccourcis plutôt que l'intégrité. Ce qui a fait du bien, c'était de sortir d'un rôle que je n'étais jamais censé jouer. J'ai grandi en pensant que je devais absorber chaque mauvaise décision, réparer chaque trou, et porter silencieusement le poids de choix que je n'avais pas fait. Parce que c'était ça, la famille. Il a fallu un audit et une enquête avec mon nom sur les papiers pour comprendre que la famille sans respect n'est qu'une histoire partagée. Ce que j'ai fait n'était pas une vengeance au sens caricatural. Je n'ai pas crevé de pneus, je n'ai pas hurlé sur des parkings, et je n'ai pas essayé de ruiner la vie de qui que ce soit exprès. J'ai dit la vérité aux seules personnes qui pouvaient faire quelque chose à ce sujet, et j'ai refusé de mentir juste parce que nous partageons un nom de famille. C'était ça, ma vengeance, je me suis choisi. J'ai choisi de ne plus être le bouc émissaire silencieux et pratique une fois de plus. S'il y a une leçon dans tout cela, ce n'est pas que vous devriez dénoncer vos parents au premier signe de problème. C'est que aimer quelqu'un ne signifie pas l'aider à enterrer les dégâts qu'il cause. C'est que vos compétences, même celles pour lesquelles votre famille lève les yeux au ciel, ont une valeur bien au-delà de leur approbation. Et c'est que protéger votre propre avenir n'est pas une trahison, quand l'alternative est de laisser quelqu'un d'autre vous entraîner vers le fond avec lui. Ces jours-ci, ma vie est petite d'une manière qui semble paisible. J'écris du code. Je me promène près de la rivière. Je prends un café avec des amis qui me voient comme une personne, pas comme un problème à résoudre ou une ressource à exploiter. Parfois, je passe encore devant l'un des anciens établissements Monroe et je ressens un pincement, un éclair de chagrin pour ce qui aurait pu être si ma famille avait choisi l'honnêteté. Mais le sentiment passe. Le soulagement reste. Je n'ai pas ruiné leur vie. J'ai juste arrêté de les aider à cacher la façon dont ils ruinaient la leur. Si vous avez déjà été l'intrus dans votre famille, l'enfant décevant, celui qu'ils n'appellent que lorsque quelque chose a besoin d'être réparé, j'espère que mon histoire vous rappelle que vous avez le droit de tracer une ligne. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de choisir une vie où vous ne payez pas constamment les intérêts des erreurs de quelqu'un d'autre. Et si vous étiez à ma place,
avec votre nom sur ces documents et votre travail transformé en arme, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous gardé le silence pour préserver la paix, ou seriez-vous parti comme je l'ai fait? Dites-le moi dans les commentaires. Et rappelez-vous, la première personne à qui vous devez loyauté, c'est celle avec qui vous devez vivre chaque jour.